Allez, Shabbat Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve Be'ezrat Hashem, alors non pas pour un shiur, non pas pour une dracha sur la sidra de la semaine ou les sidrotes de la semaine. Si vous êtes venu chercher un shiur où on va vous distribuer, on va vous gaver de connaissances qui parfois en fait se multiplient et viennent à, comme un de mes rabbanim dit, Chorban HaSechel, viennent à détruire littéralement la réflexion, viennent à détruire la réflexion. Alors, passez votre chemin. Ici, ce qu'on va faire ensemble, c'est s'attacher véritablement à un limoud, à une étude du texte, à travers, comme vous le savez bien, le sens premier du texte de la Torah, le Pshat HaPashut. Le Pshat HaPashut, ça va être vraiment l'idée de ce shiur, ça va être une véritable étude, et je vais vous demander d'être participatif et d'essayer de vous aussi apporter la pierre à l'édifice. Vous allez comprendre pourquoi. Les sidrotes qu'on va lire ce Shabbat, en Chutz La'aretz, c'est celle de Chukat et celle de Balak, en dehors d'Eretz Israël. En Eretz Israël, on va lire uniquement la Sidra de Balak. C'est d'ailleurs le Shabbat où on va se rejoindre par rapport aux lectures qui sont faites en dehors d'Eretz Israël et celles qui sont faites en Eretz Israël. Et donc on va s'intéresser plus spécifiquement à la paracha de Chukat. La paracha de Chukat, la Sidra de Chukat, notamment, on va dire, un peu au milieu de la paracha où on va assister à un épisode, et je trouvais bien en fait de discuter de ça avec vous, surtout par les temps et les grandes chaleurs qui courent, puisque les Bnei Israël vont dire tout simplement on a soif, on a soif, on a soif. Vaïnasu oti ze ariser peamim. Akadosh Baruch Hu, il avait dit au Bnei Israël, au Meraglim, lors de l'épisode justement des Tarim, des explorateurs, il leur avait dit, vous m'avez éprouvé 10 fois. On avait vu là-bas que à 2 reprises, les Bnei Israël avaient sollicité Moïse, Moshe et Aaron pour pouvoir boire. Et bien cette fois-ci, là aussi, on se retrouve avec cette même demande. Les Bnei Israël vont demander on a soif. Et en vérité, cette question de on a soif, qui sied complètement, on va dire, aux températures qu'on traverse un peu partout dans le monde, eh bien, c'est une question qui est bouleversante dans le Pshat. Elle est bouleversante parce que elle vient nous projeter vers une autre énigme. C'est vraiment une énigme qui est celle de savoir, mais comment ont bu les Bnei Israël dans le désert? Comment ils ont bu? Et alors là, surtout, vous allez me dire, et je sais très bien que vous allez avoir le premier réflexe, celui par lequel on a tous été construits mentalement, Be'era Shel Myriam, il y avait le puits de Myriam qui les accompagnait par miracle, etc. Incroyable. Le puits de Myriam ne figure à aucun moment dans la Torah. Bepshat Apashut Hamisha Chumshe Torah. Pas un seul moment donné, on parle de Be'era Shel Myriam. Le puits de Myriam, Mechila, n'existe pas dans Torah Shebirtav. Alors Torah Shebe'alpe, évidemment, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Mais dans le texte, le Pshat Apashut de la Torah, le Be'era Shel Myriam n'existe pas. Le puits de Myriam n'existait pas. Le puits miraculeux qui suivait les enfants d'Israël dans le désert pendant des années pour pouvoir les abreuver n'existe pas. Et donc, cette question de on a soif, elle vient sous-tendre à une énigme, un véritable travail d'enquête qui va s'opérer, à savoir, mais comment les Bnei Israël buvaient de l'eau? Comment les Bnei Israël buvaient de l'eau? Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. On va essayer ensemble de décortiquer le texte, d'aller un peu dans différents endroits de la Torah pour répondre à cette question, comment ils s'abreuvaient, d'où provenait l'eau? D'autant plus que lorsqu'on parle des points d'eau, justement, des moments où les Bnei Israël ont reçu de l'eau, en vérité, dans la Torah, il n'y en a pas beaucoup, il y a 4 moments. À 4 moments dans la Torah, il y a 4 occurrences où on a 4 points d'eau. Le premier point, alors évidemment, quand je parle des Bnei Israël, je parle des Bnei Israël qui sortent d'Égypte, qui se retrouvent dans le désert. Le premier point, il arrive pas longtemps après Kriyat Yamsouf, dans la paracha de Béchalach, l'ouverture de la mer, c'est le fameux épisode de Mara. Qu'est-ce que j'entends par l'épisode de Mara? On nous dit Vaïssa Moshe et Israël mi Yamsouf, c'est dans la paracha de Béchalach, juste après la traversée de la mer Rouge. On nous dit Velo Matseu Maïm. Pendant 3 jours, ils ont cheminé dans le désert, très certainement pour chercher une source d'eau. Velo Matseumaim, ils n'ont pas trouvé de l'eau. Mais pire que ça, Vayavohu Marata, ils allaient en direction de Marata. Velo Yachelu Lishtot Maim Mimara, encore pire, ils ont trouvé de l'eau, mais cette eau n'est pas potable, ou du moins, littéralement, Mimara, Kimarim Hem, elles étaient amères. C'était des eaux amères, Alken, Kara, Shema, Mara. Raison pour laquelle on a appelé cet endroit-là Mara. C'est quelque chose d'amer. Et donc là-bas, il va y avoir tout un processus où les Bnei Israël vont prier Hachem. Vayori ou Aitz, Akadosh Baruch Hu a montré un bois, ils l'ont jeté dedans, ça a adouci. Vaim Teku Amaim, nous dit la Torah, les eaux se sont adoucies.
et à partir de là, ils ont pu boire. Super. Le premier point d'eau, c'est ce qu'on appelle Mara. Mara. Le deuxième point d'eau, c'est celui qui vient juste après, ce qu'on appelle Elim. Vayavou Elima. Et les Béné Israël, comme pour être récompensés, ils ont été récompensés. Cette fois-ci, non seulement l'eau n'est pas amère, mais en plus, il y en a à profusion. Vesham, Shetem et Esre et Ainot Maim. Il y a 12 sources d'eau, Keneged peut-être, vis-à-vis des 12 tribus. Veshivaim Temarim, et il y avait là-bas 70 palmiers. C'était un véritable oasis. Un véritable oasis. Et donc, ça va être le deuxième point d'eau. Le deuxième point d'eau de la Torah des Bnei Israël qui vont cheminer dans le désert, c'est celui donc de Elim. Elim. On a donc Mara et on a par la suite Elim. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Les Bnei Israël vont continuer à cheminer et dans la même paracha, Vaïsou koladat Bnei Israël mimid bartir les maseem al pi Hashem vayachanu be Refidim. Ils arrivent à un endroit, Refidim, qui est vraiment au littoral, à la frontière en fait du Sinaï. Et là-bas, ve'en ma'im lishtot ha'am. Ils ont plus d'eau. Très certainement qu'ils ont fait des provisions à Elim. Avec les 12 sources d'eau qui étaient là-bas, ils se sont très certainement, on va dire, préparés. Mais là-bas, à Refidim, même problématique. Ils ont épuisé toutes les sources d'eau. Les stocks sont à sec. Et donc, là aussi, les Bnei Israël vont se plaindre. Va'imtsa shama'am lamaim, vayalen ha'am al Moshe. Et donc, ça fait partie notamment des 10 nisyonotes, des 10 fois où les Bnei Israël ont éprouvé à Kadosh Baruch Hu. Et là-bas, on nous explique, ça va être le premier épisode, ce qui va se passer, il va prendre le maté, il va prendre son bâton, et il va frapper. Vehikita, et là-bas, Vehikita Batsur, tu frapperas littéralement le rocher, Veyatseu mimenu ma'im veshata ha'am. Et le peuple pourra boire. C'est le troisième point d'eau. Premier point d'eau de la Torah, c'est celui de Mara. Deuxième point d'eau de la Torah, c'est celui de Elim. Troisième point d'eau de la Torah, c'est celui de Refidim. Refidim, qui va être renommé, Vaikra Shem Hammakom Massa Umeriva. Ça va être renommé Massa Umeriva, pourquoi? Al-Riv, d'une part, par rapport à la dispute que les Bnei Israël ont suscitée, Ve'al Nasotam, et par rapport au fait d'avoir éprouvé Hachem. Donc, ce lieu va être rebaptisé Massa Umeriva. Massa, pour avoir éprouvé, on va dire, la confiance qu'ils avaient dans l'Éternel, et Meriva, pour avoir créé une querelle. On a donc Mara, Elim, Massa ou Meriva. Et ensuite, on a un vide. Et ensuite, on ne sait pas ce qui se passe. Les Bnei Israël, je rappelle, vont cheminer pendant un an, à peu près 1 an et demi, 2 ans dans le désert, d'accord? Avec le désert du Sinaï, ils vont arriver jusqu'à Parashat Shlach Lecha, le Vaudor, ils vont passer par le Vaudor, par la construction du Mishkan, ils vont arriver jusqu'au Meraglim, jusqu'aux explorateurs. Ok, et il va y avoir les 40 ans dans le désert. Ou plus exactement les 38 ans. Pourquoi 38 ans? Parce qu'ils ont déjà fait 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Ils ont déjà fait 2 ans et demi dans le désert, puisque depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont restés campés à peu près un an au Har Sinaï, et le temps d'arriver à la frontière d'Eretz Israël. Donc quelque part, il reste 38 années dans le désert. 38 années dans le désert, mais comment ont-ils bu de l'eau, Ribono Shel Olam? Et on les retrouve dans la paracha de la semaine, la Sidra de Chukat, et on nous dit, Velo Haya Maim Larida. Après précisément ces 38 ans. Après ces 38 ans. Vayaouvaou bnei Israël kol ha'eda midbartzin bachodesh harishon. Il s'agit du premier Nissan, 5700. Premier Nissan Mechila. Bachodesh harishon vayeshev ha'am bekadesh. Ils arrivent à Kadesh, et là-bas, on nous expliquera qu'effectivement Myriam va mourir, ils vont l'enterrer, et ensuite, vayarev ha'am im Moshe, le peuple va à nouveau se disputer avec Moïse, vayomeru les morts, tu nous fais mourir, pourquoi? Velo hayamaim l'arida, parce qu'ils n'ont pas d'eau. Et cet endroit, Kadesh, ça va être celui où on va avoir le fameux épisode avec Moshe Rabbeinu, Vayarem Moshe et Yado, qui va soulever sa main, Vayach et Asela, et qui va frapper le rocher. Mais vous remarquerez, on va y revenir, que ici le terme qui est employé pour désigner un rocher n'est pas celui d'un tsour, mais c'est celui d'un Sela. Sela Bematéou par Maïmi va le frapper 2 fois au lieu de lui parler, et va y avoir le fameux Onesh, la fameuse punition, Yaran Lohe Matembi, puisque vous ne m'avez pas cru. Eh bien, vous resterez, vous n'entrerez pas. La reine Lotavi ou Etakalazé, El Haaret Asharnatat Silahem. Moïse et Aaron sont condamnés. Ils sont condamnés, ils ne rentreront pas en Eretz Israël. Autrement dit, vous voyez bien qu'on a 4 points d'eau. Mara, Elim, Massa Umriva, 38 ans de vide, 38 ans d'absence, 38 ans de doute sur savoir mais qu'est-ce qu'ils ont bu. Et on arrive à Kadesh. Et Kadesh, il y a ce fameux épisode avec le Séla. Et donc ma question, ça va être la suivante. Ça va être, mais dans le Pshat Apashut, où est-ce qu'il y a de l'eau? Où est-ce qu'ils ont bu de l'eau? Où est-ce qu'ils ont bu de l'eau? Alors encore une fois, je vais vous demander de vous défaire, de vous déconstruire un peu de tout ce dont on nous a abreuvé, sans mauvais jeu de mots, depuis qu'on est petit. B, Rachel, Myriam, etc. Alors évidemment, il y a des indices dans le Pshat qui permettent parfois d'appuyer des lectures midrashiques. Le midrash, il n'est jamais sorti de nulle part.
Le Midrash, il s'appuie sur du texte. Mais parfois, il vient peut-être, chas v'shalom, mais on s'entend, pour ceux qui me suivent, extrapoler un peu ce qu'on peut comprendre du texte. D'accord? Alors, on y reviendra pourquoi il y a cette hypothèse, pas cette hypothèse, il y a cette lecture de Be'erach et Myriam qui circule dans Torah chez Be'alpé, qui circule dans les Midrashim. Mais là, moi, je vous pose tout simplement la question d'une enquête. Savoir, mais qu'est-ce qu'ils ont bu, Mechila, pendant les 38 ans? Que les Bnei Israël ont-ils bu? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser trois hypothèses. Trois hypothèses qui sont liées au fait précisément d'avoir attaqué le texte, d'avoir labouré le texte. Et ces trois hypothèses qui ont tous des avantages et des inconvénients. Et je vais vous demander presque de choisir sur celle qui vous convient, ou bien mieux, de me proposer vous-même une hypothèse que vous aurez en tête. Il y a la première hypothèse dont je vais vous parler, je la trouve inédite. Elle est inédite, mais elle a des faiblesses. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces faiblesses, pshat à pachout, ça ne peut être que ça. On va la voir ensemble. La deuxième hypothèse que je vais vous proposer, c'est la plus solide. C'est la plus solide, c'est celle qui se base sur le plus d'arguments, mais elle ne fait pas rêver. Elle ne fait pas rêver. Et la troisième hypothèse, c'est presque l'hypothèse la plus instinctive. La plus instinctive, c'est-à-dire qu'on sent parfois que le texte veut nous dire ça, mais incomplète. On n'a pas suffisamment de preuves. Trois hypothèses, ce sera à vous de choisir. La première qui est inédite, mais on va dire qu'il y a des contre-arguments. La seconde qui est la plus solide, mais qui fait le moins rêver. Et la troisième qui est presque instinctive, mais qui est incomplète. Et ce sera à vous de choisir. Alors je commence avec la première hypothèse. La première hypothèse la plus inédite, qui se base encore une fois sur cette question-là. Mais d'où pouvait provenir l'eau dans le désert Ribono Shel Olam? Ribono Shel Olam, Edvadeh al averot kalot v'hamurot. D'où est-ce que pouvait provenir cette eau-là? Alors je vous pose la question, mais pshat tapachou, d'où ça vient l'eau? Si on réfléchit ensemble. Il y a deux grandes possibilités. Les deux possibilités les plus pragmatiques, c'est ou bien l'eau, elle vient d'en bas, ou bien elle vient d'en haut. Ce que je veux dire par en bas, c'est à travers une source, à travers des nappes phréatiques, à travers, on va dire, des sources d'eau. La problématique, c'est le désert. On est dans un midbar, on est dans un désert. Un désert, c'est aride. Un désert, il n'y a pas de végétation jusqu'à preuve du contraire. Donc les nappes phréatiques, on oublie. On n'a jamais vu en fait. Alors on peut trouver du pétrole, hein. Dans le désert, on peut trouver du pétrole, mais des sources d'eau intarissables, ce serait difficile à envisager. Ça n'apparaît pas dans le texte. On ne nous dit pas que les Bnei Israël ont creusé des puits. Il n'y a pas de puits. À aucun moment on parle d'un puits, il me semble, pendant les 38 années dans le désert. D'accord? Et d'autant plus qu'un désert, si c'est un désert, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'eau en dessous. Sinon, il y aurait de la végétation, il y aurait de l'humidité, il y aurait quelque chose. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, l'autre possibilité, c'est que l'eau, elle provienne d'en haut. Ça veut dire quoi que l'eau, elle provienne d'en haut? C'est-à-dire qu'il faudrait quelque part qu'il pleuve. Mais depuis quand il y a de la pluie dans le désert? Depuis quand il y a de la pluie dans le désert? Allez, peut-être que vous voyez où je veux en venir. Mais Mechila, il n'y a peut-être pas de la pluie dans le désert. Mais il y a autre chose qui pleut dans le désert. C'est quoi? C'est la manne. La manne, ça pleut. La manne, elle pleut dans le désert. Autrement dit, les Bnei Israël, ils ont de la nourriture qui tombe du ciel. Mais on oublie souvent que cette manne, elle était accompagnée de quoi? Elle était accompagnée de tal, de pluie. Il y avait de la pluie qui accompagnait. D'où est-ce que c'est dit? La première fois qu'on nous parle de la manne, c'est où? C'est la paracha de Béchalach. Là-bas dans la paracha de Béchalach, on nous dit donc Uva Boker, qu'on va nous présenter la manne, Uva Boker, et le matin, Hayeta Shirvat Hadal, littéralement, il y avait donc la rosée, Shirvat Hadal, Saviv la Machane, tout autour du camp, Vata'al Shirvat Hadal, littéralement, elle est montée, eh bien, la pluie de rosée. Alors, il faut comprendre dans le sens où elle s'est évaporée, j'imagine, avec la chaleur du désert. Veine alpene amidbar dak mechuspas. Et donc là, les Bnei Israël découvrent la manne. Sous finalement cette fine couche de rosée qui semblait un peu cacher la manne, et bien à la suite de l'évaporation, les Bnei Israël découvrent en dessous la manne. Mais c'est pire que ça. Non seulement, et vous le savez bien, le Shabbat, c'est la raison pour laquelle les chalot, on les met à la fois sur un plateau en dessous et sur une mappa au-dessus, pour mimer justement la rosée qui était au-dessus et en dessous. Là, ici, on nous parle, la première fois qu'on nous présente la manne, on nous parle de la rosée qui était au-dessus de la manne. D'accord? Et lorsqu'elle s'évaporait, on pouvait voir la manne. Mais il y avait aussi une rosée qui était en dessous, dont on le sait, Parashat Be'alotecha. Parashat Be'alotecha, là-bas où les Bnei Israël vont se plaindre, le Asafsouf, Kivrot Atahava, là-bas on dit ou Beredet Atal à la Machane. Et lorsque tombait la rosée à la Machane, Laïla, la nuit, Yered Aman Alav, la manne tombait dessus. Ça veut dire qu'il y avait deux rosées. Il y avait une rosée qui était la nuit, Bepshat Apashut,
Mais Pshat HaPashut, elle arrivait la nuit et elle permettait à la manne de tomber. Et il y avait une deuxième rosée qui tombait sur la manne, Huva Boker, et qui était le matin. 2 rosées pour un aliment. 2 verres d'eau pour une miche de pain. On avait de la rosée, on avait de la pluie. C'est la seule source d'eau dans le Pshat qu'on retrouve dans le désert. L'eau, il n'y en a pas d'autre. La seule source d'eau qui existe, et c'est en cela que je vous dis que cette hypothèse, elle est inédite. Parce qu'en vérité, c'est dans le Pshat, c'est la seule fois qu'on peut supposer qu'il y a du maïm, il y a de l'eau. Beredet hatal. Ou va bokerayeta shirfatatal, saviv la machane. Cette fameuse. Alors imaginez les Bnei Israël. Les Bnei Israël qui sont en proie à la soif. Qu'est-ce qu'ils font? Mais vada, ils mettent des récipients, je ne sais pas. Ils mettent des choses pour recevoir précisément quoi? La rosée du matin, la rosée du soir et la rosée du matin. Celle qui vient finalement un peu laver le sol pour pouvoir permettre à la manne de tomber, et celle qui vient finalement le recouvrir, alors pour permettre à la manne peut-être de la sublimer. Ça, je ne sais pas, les fonctions en soi, elles ne sont pas forcément décrites. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a de l'eau dans le désert, elle provient d'en haut. Et cette eau, elle provient du moment où la manne, elle tombait. On a donc une réponse inédite qui nous dit que tout simplement, la manne, l'eau provenait du tal. Et les Bnei Israël ont très certainement bu du tal. Morid atal, morid ageshem. Ou morid atal, ils ont bu du tal pendant les 38 années dans le désert, au moment où la manne tombait. Alors le problème, c'est que je vous dis, elle est inédite. Moi, elle me plaît beaucoup, cette réponse. Mais elle a 2 contre-arguments qui sont assez musclés. Le premier contre-argument, c'est que je vous ai expliqué qu'il y avait 4 points d'eau. Le premier point d'eau qui est celui de Mara, celui de Elim, celui de Rephidim, autrement appelé Massa ou Mriva. On a vu qu'il a été renommé. Le problème, c'est que ce point d'eau, d'accord, au moment où Moshe Rabbeinu va frapper le Tsour, eh bien, il figure après que la manne soit tombée. Après que la manne soit tombée. Ce qui sous-entend que la manne tombée et les Bnei Israël se sont tout de même pleins de l'eau. Ils ont dit Ve'en ma'im lishtot ha'am. Mais je ne comprends pas. Il y avait bien de la rosée qui tombait avec la manne. Donc pourquoi les Bnei Israël se sont-ils plaints? Alors on pourrait répondre, mais on reste dans l'interprétation et on s'écarte du pshat, que peut-être que les Bnei Israël n'étaient pas rassurés par la quantité, j'imagine. D'accord? Quelqu'un qui est dans le désert, qui sait qu'il va rester dans le désert, un peu de rosée, ça lui sauve la vie. D'accord? Mais peut-être que les Bnei Israël étaient habitués à boire, on va dire, à leur soif. Et donc ça ne leur suffisait pas. On pourrait répondre de cette manière-là, mais ça reste difficile. D'autant plus difficile qu'il y a un deuxième contre-argument de poids, qui est tout simplement celui de la paracha de la semaine. Dans la paracha de la semaine, ce qui va se passer, c'est que les Bnei Israël vont se plaindre, Ve'en ma'im la'eda, en disant, En ma'im la'eda, il n'y a pas d'eau pour toute la communauté. Or, la manne continue de tomber. Je rappelle, pour votre culture, que la manne s'est arrêtée de tomber le lendemain de Pessah, du premier Pessah qui a été fait avec Yehoshua ben Nun, puisque là-bas, c'est l'Haftara du Yom Rishon chez le Pessah. Là-bas, ils ont consommé de Dvoat Haaretz pour le Korban Pessah, et étant donné qu'ils ont consommé de la récolte de la terre, la manne s'est arrêtée de tomber. C'était donc le 15 Nissan. Le 15 Nissan. Et donc, mais donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que dans la paracha de la semaine, paracha de Chukat, la manne continue de tomber. Alors si la manne continue de tomber, pourquoi se plaignent-ils? Pourquoi on nous suggère En ma'im la'eda, ve'en ma'im la'eda lishtot? Mechila, comme on dit là-bas. Ah, j'ai perdu le passage. Mechila, Chukat, qu'est-ce qu'on nous dit? Vayerev ha'am, ve'lo haya ma'im la'eda, ve'ikaelu al Moshe ve'al Aaron. Et donc vous voyez qu'il y a 2 contre-arguments de poids. Le premier qui nous dit que si c'est une hypothèse inédite, qui rentre bien, mais on ne comprend pas pourquoi ils se plaignent au début, ou du moins on peut le comprendre, mais on tombe dans l'interprétation, mais on comprend encore moins pourquoi ils se plaignent à la fin. À la fin, ils sont habitués, ça fait 38 années qu'ils boivent de cette manière, donc qu'est-ce que ça a changé à ce moment-là? La manne tombait, si la manne tombait, il y avait le tal qui tombait, mori, datal. Hypothèse inédite, mais fragile, qui a des contre-arguments. La deuxième hypothèse que je vais vous proposer, c'est l'hypothèse la plus solide. La plus solide parce que c'est celle qui s'appuie le plus sur le texte. Alors en vérité, moi je vous ai expliqué, encore une fois je me répète, il y avait 4 points d'eau, mais il faut bien comprendre quel est le premier et le dernier point d'eau entre les 38 années dans le désert. 38 années dans le désert, 40 années dans le désert. Le dernier point d'eau, entre guillemets, c'est celui de Kadesh, c'est celui de notre paracha, la paracha de la semaine. D'accord? Le premier point d'eau, qui est dans l'intervalle, c'est celui de Rephidim. Massa ou Mriva, je rappelle, Mara, Elim et Massa ou Mriva. Et le dernier point d'eau, c'est celui de Kadesh qu'on a appelé Memeriva. Autrement dit, les 38 années, les 40 années dans le désert sont encadrées par 2 points d'eau, Massa ou Mriva et Memeriva. Il ne faut pas confondre. Memeriva, les eaux de la dispute, les eaux de la discorde, et Massa ou Mriva. L'hypothèse la plus logique dans le texte, c'est de se dire, mais par rapport à au dernier puits d'eau, ils se sont forcément suffis de ça. C'est-à-dire que c'est le dernier contact qu'on a avec l'eau jusqu'à arriver à Memeriva.
Mais comment a-t-il pu suffire? Comment a-t-il pu suffire pendant 38 années, pendant 40 années dans le désert? Comment ce dernier point d'eau a-t-il pu suffire? Alors en vérité, lorsqu'on s'intéresse justement précisément à cet épisode-là de Rephidim, là-bas on va lire dans le texte de la Torah, c'est à la fin de la paracha de Béchalach. Les Bnei Israël arrivent à Rephidim, ve'en ma'im lishtot ha'am, et ils n'ont pas d'eau. Ils vont se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu, vayomer Hashem el Moshe, et Akadosh Baruch Hu va dire à Moïse, avor lifne'am, traverse le peuple, vekach itecha miziknei Israël, tu vas prendre avec toi des sages d'Israël, umatecha et ton bâton, asher hikitabo et haor, avec lequel tu as frappé le fleuve, en Égypte, le Nil, kach beyadecha ve'alarta, tu vas le prendre, et tu iras. Hineni, écoutez bien, ormed lefanecha, je me tiens devant toi, Sham, al hatsour, sur le rocher, mais qu'est-ce qui est dit après? Be-chorev, le rocher du Chorev. Qu'est-ce que c'est que le Chorev? Qu'est-ce que c'est que le Chorev dans la Torah? Har Chorev, c'est l'ensemble des chaînes de montagnes du Har Sinaï, du désert du Sinaï, du Midbar Sinaï. Autrement dit, le rocher qui a été frappé par Moshe Rabbeinu à Rephidim pour pouvoir avoir de l'eau, était dans la continuité du Har Sinaï. Vous savez qu'un des noms du Har Sinaï, parmi les autres noms qu'il a, c'est le Har Chorev. Littéralement le mont de la destruction. On ne va pas revenir dessus. Mais Chorev, Al-Hatsour Be-Chorev. Ils étaient à Chorev. Autrement dit, c'était la même chaîne rocailleuse, montagneuse. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est aisé à partir de là de comprendre que si Moshe Rabbeinu a réalisé ce miracle, Veikita Batsour, il a frappé ce rocher qui appartenait à cette chaîne rocailleuse du Sinaï. Alors, il est tout à fait logique d'imaginer qu'à partir de là, les Béné Israël, une fois qu'ils ont observé ce mécanisme, c'est un mécanisme qui s'est reproduit sur toute la montagne. Et quand ils étaient au pied du Har Sinaï, pendant à peu près un an, eh bien très certainement qu'ils ont dû boire de l'eau du Har Sinaï. Ce que je veux dire par l'eau du Har Sinaï, dans le sens où c'est le même rocher, c'est la même mamachout, c'est le même objet, c'est la même brique. D'accord? Donc, Halatsour Bechorev. Et donc c'est la raison. Veshata Aram. Vayaskan Moshe les Zikne Israël. Donc c'est ce qui a dû se reproduire. C'est ce qui a dû se reproduire même pendant les 38 années. Ce que je veux dire, c'est que pendant les 38 années, ils ont cheminé dans le désert. Tachles, ils étaient dans le Midbar Sinaï. Dans le Midbar Sinaï, c'est la chaîne du Har Sinaï. Et la chaîne du Har Sinaï, une fois que Moshe Rabbeinu a frappé ce rocher-là, alors ça les abreuve pendant les 40 années dans le désert. Et on comprend beaucoup plus pourquoi. Une fois que les Béné Israël arrivent au littoral d'Eretz Israël, ils ont quitté le Midbar Sinaï. Qu'est-ce qu'on nous a dit dans la paracha de Chukat? On nous a dit précisément que les Béné Israël, ils ont quitté. Il faut que je garde le marque-page sur celle-là. Vayabou Béné Israël Kolaïda Midbar Tzin. Ils entrent dans un nouveau désert. Bachodesh Arishon, le Rosh Chodesh Nissan. Vayeshevam Bekadesh. Ils sont à un nouvel endroit. Ils sont plus dans le Midbar Sinaï. Ils sont plus dans cette chaîne de montagnes sur laquelle Moshe Rabbeinu, il a presque posé son shtempel. Il a posé le tampon. Et ça veut dire que tous les rochers, quelque part, pouvaient reproduire cette manifestation-là, puisque c'était la même chaîne de montagne, la même chaîne rocailleuse. Donc ce miracle de Rephidim, ce miracle de Massa Umriva, les a quelque part accompagnés, en fait. Ça les a accompagnés pendant les 40 ans dans le désert. Et on comprend mieux pourquoi dans notre paracha, Vayabou Bnei Israël que la Haïda Midbartin, une fois qu'ils quittent le désert du Sinaï, eh bien, c'est plus la même essence, c'est plus le même rocher, on n'est plus sur les mêmes montagnes, c'est plus le même miracle. Ils font donc reproduire les choses. Ils disent, mais on n'a plus d'eau. Et on va reproduire le même mécanisme. Chazak ou Baour. À la différence que c'est pas un tsour, c'est un sela. Il y a un meiri extraordinaire. J'aurais voulu vous le faire, on le fera Be'ezrat Hashem, Blineder l'année prochaine, mais qui nous permet de comprendre quelle est exactement la différence entre cet épisode de Meriva et l'épisode de Massa Umriva, et toutes les nuances et toutes les particularités. Là-bas c'est un Sela, ici c'est un Sela, là-bas c'est un Tsour, la façon dont ça s'est passé, il fallait qu'il parle, là-bas il a frappé. Bon, je ne vais pas revenir dessus, on le fera plus tard. Mais vous voyez que c'est d'autant plus solide par rapport à cette théorie, par rapport à cette idée-là, que vous savez qu'une des preuves, pour ceux qui suivent un peu les cours, un des outils du pshat, c'est d'aller voir ce qui s'est dit dans les autres pshatim. Ce que je veux dire par les autres pshatim, c'est en premier lieu le Sefer Dvarim. Le Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu qui reprend tout ce qui s'est passé, qui reprend l'histoire du peuple juif. Et comment Moshe Rabbeinu décrit-il le fait que les Bnei Israël ont mangé et bu? Paracha de Haïkev. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Amachi lechaman bamidbar. Celui qui t'a fait manger de la manne dans le désert. Asher lo yaderun avotecha. Que tes ancêtres, dont tes ancêtres n'avaient pas conscience. Les maran anotecha ou le man asotecha. Ça, c'est pour manger. On a faim. Mais pour boire, alors on a soif. Que dit Moshe Rabbeinu? Il dit la chose suivante. Mechila. Amorichecha bamidbar. Celui qui t'a fait cheminer dans le désert. Donc, c'est la paracha d'Haïkev. Je vous donne la référence. C'est le chapitre Perek Chet.
chapitre 8, verset Tetvav. Amo lichecha, celui qui t'a fait cheminer, Bamidbar Agadol, dans le désert grand, Ve'anora, redoutable, Nahash, des serpents, Saraf, des serpents venimeux, Ve'akrav, des scorpions, Ve'tsimaon, et la soif, Asher en Maïm, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Alors comment ils ont fait? Omer Moshe Rabbeinu, Hamotzi lechamaim, Mitzu achalamish. Celui qui t'a fait sortir l'eau, Mitzu achalamish, du rocher, rocailleux. Et donc on voit, Bepshat Apashut, que la façon dont les Bnei Israël ont bu pendant les 40 ans dans le désert, c'était avec ce même mécanisme, qui les a accompagnés depuis Massaoum Riva jusqu'à Meriva. Ah, Maïvdel, pourquoi ils ont soif? Pourquoi ça a changé? Parce qu'ils ont changé de lieu. C'est la réponse la plus solide. C'est la réponse la plus solide. La plus solide, mais qui au niveau de l'instinct vient quand même nous poser une question. Et c'est là où on arrive sur la dernière hypothèse. C'est Myriam alors. Be'era shel Myriam. Mais d'où ça sort ce Be'era shel Myriam? Parce que tout simplement dans la paracha de Chukat, au moment même où Myriam va mourir, dans le même paragraphe, à la suite, le verset comme une forme de cause à effet, eh bien, on nous relate que Myriam est morte et qu'il n'y avait plus d'eau dans le camp. Je vous le fais. Vayashev ha'am beKadesh. Le peuple s'est installé à Kadesh. Vatamot sham Myriam. Myriam est morte là-bas. Vatikaver sham. Ils l'ont enterrée là-bas. Verset d'après. Vayarev ha'am ma'im larida. Et le peuple s'est disputé parce qu'il n'y avait plus d'eau pour l'assemblée. Quel rapport? Même paragraphe. Dans la suite, quel rapport entre la mort de Myriam et l'absence d'eau? Eh bien, c'est peut-être précisément parce que la présence de Myriam assurait de l'eau. Et vous comprenez à ce moment-là comment le Midrash y prend du relief, parce qu'il s'appuie précisément sur cet indice du Pshat. Pourquoi on a juxtaposé dans le texte même, dans un même paragraphe, l'idée de la mort de Myriam et l'absence d'eau? Parce que peut-être que les deux sont liés. Peut-être que les deux sont liés. Et qu'il fallait que Myriam soit là pour qu'il y ait de l'eau. On a vu. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous voyez que la seconde hypothèse, la plus solide en soi dans le Pshat, elle s'affranchit complètement de la position de Myriam. On n'a jamais parlé de Myriam. Depuis le début, on n'a jamais parlé de Myriam. Pourtant, le texte, il semble nous crier qu'il y a un lien entre Myriam et l'eau. Et c'est en cela que c'est la plus solide, mais presque la moins instinctive. Parce qu'on voit bien que la place de Myriam, elle nous échappe dans ce processus. Oui, c'est Moshe Rabbeinu, il a frappé sur le Tsour, à Massaoum Riva, à Refidim, et c'est un processus qui les a accompagnés pendant les 40 années dans le désert. Puisque c'était la même chaîne de montagnes, les mêmes cailloux, la même mamachoute. Ok, ils ont changé d'endroit, il a fallu reproduire le miracle. Mais quel rapport avec Myriam? Pourquoi nous parler de Myriam alors? Pourquoi le texte a envie de nous faire dépendre Myriam de l'eau? Et c'est à la troisième hypothèse que j'arrive, qui est une hypothèse qui est instinctive mais incomplète. Incomplète, et je vous invite peut-être à la compléter si vous avez des idées, puisque il va falloir comprendre, mais quel est le lien entre Myriam et l'eau? On arrête avec le Midrash, on arrête avec Be'era shel Myriam, qui ne figure pas dans le texte. Mais on va se poser la question suivante. Où est-ce que Myriam, déjà dans la Torah, elle nous est racontée, elle nous est dite? Vous savez que Myriam, elle apparaît que très peu de fois dans la Torah. J'ai compté, j'ai vu, elle apparaît en tout 10 fois. 10 occurrences dans la Torah. La première fois, nous, on pense tous que c'est au moment où Moshe Rabbeinu, eh bien, il est mis dans le fleuve, Vatasem Bateva, Yochevet, sa mère, va la mettre, et on dit que là-bas, il y a sa sœur qui va la suivre. On suppose que c'est Myriam. C'est pas dit dans le texte, Vadaï que c'est Myriam, mais on ne nous présente pas Myriam en tant que telle. On va pas nous parler de Myriam. La première fois que le nom de Myriam il apparaît dans le texte, c'est juste après la Shira, juste après avoir traversé Yamsouf, après avoir traversé la mer Rouge. Vatikach Myriam Anevia, on nous la présente, première fois. Elle a pris Myriam Anevia, Achot Aaron, la sœur d'Aaron, et Atov Beyada, le tambour dans sa main, Vatatsena Kolanashim, elles ont chanté, elles ont dansé, Shirul Hashem, Kigao Gaa, on va donc chanter pour Hashem. Première fois que Myriam apparaît. La deuxième fois, c'est aussi là. Et ensuite, les 8 autres fois, c'est dans Bamidbar, Be'ar Lotecha, le fameux épisode qu'on doit tous retenir, qui est celui de Maaseh Myriam Anvia, le Lashon Hara, à partir de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Be'ar Lotecha, on ne va pas revenir dessus. Mais vous voyez que Myriam, elle apparaît que très peu de fois dans la Torah. Quel est son lien alors? Quel est son lien avec l'eau? Qu'est-ce qu'on veut nous suggérer? Alors en vérité, et c'est un peu instinctif ce que je veux vous dire, Myriam n'apparaît pas 10 fois dans la Torah. Elle apparaît plus que 10 fois. Je viens de vous les dire, on les a comptés ensemble quasiment. Comment on écrit Myriam dans la Torah? Myriam, ça s'écrit le Mem, le Resh, Yud, Mem. Et vous savez que dans la Torah, le texte de la Torah n'est pas ponctué. Il n'est pas ponctué. Autrement dit, lorsque j'ai un Mem, j'ai un Resh, j'ai un Yud et un Mem, je peux le retrouver à d'autres occurrences, le même mot. Et précisément, ce mot, Mem, Resh, Yud, Mem,
il peut se lire aussi marim. Qu'est-ce que je veux dire par marim? Amer. Ça vous rappelle quoi? Le premier point d'eau de la Torah. Premier point d'eau de la Torah, Meriva. Meriva, là-bas, que nous dit la Torah? Velo matzeu maim. Ils n'ont pas trouvé d'eau. Vayavu marata, ils sont allés en direction de Mara. Ils ont vu de l'eau. Mais velo yachelu lishtot maim, ils n'ont pas pu boire de l'eau. Mi Mara de Mara, pourquoi? Qui marim hem, littéralement, parce qu'elles étaient amères. Mais marim n'est pas ponctué dans la Torah. Et on peut le lire qui Miriam hem. Qui Miriam hem. Parce qu'il semblerait que ça dépende de Myriam. Et là, on a un indice presque instinctif dans le texte qui nous fait dire que Myriam a un rapport avec le fait que l'eau soit potable. Qui Myriam hem, alken kara shema mara. D'ailleurs, Myriam, qu'est-ce que ça veut dire? On a tous retenu Vaimareru et Chayem ba'avoda kasha, que la raison pour laquelle Amram, le père de Moshe Rabbeinu, Aaron et Myriam, a appelé Myriam, pour se souvenir des Bnei Israël, Vaimareru et Chayem, les Égyptiens, qui rendaient amère la vie des Hébreux. Mais Myriam, Marim, amertume. Mais même dans le mot Myriam, il y a le mot yam, il y a le mot littéralement qu'on décompose, ça fait mar yam, la mer amère, l'océan amer. Myriam, elle a quelque chose, il y a quelque chose qui se joue entre Myriam et les eaux amères, entre Myriam et le fait de rendre potable l'eau, comme s'il fallait la présence de Myriam pour que l'eau puisse être potable. Qui marim hem. Et quelque part, alors, et c'est en cela que c'est incomplet, c'est instinctif, on sent qu'il se passe quelque chose. On sent que le texte, à plusieurs niveaux, il nous laisse des indices. Il nous laisse des indices pour nous dire il y a un lien entre le fait que l'eau soit potable, le fait que les Bnei Israël puissent boire de l'eau, et la présence de Myriam. Qui marim hem, al tikre marim, et là, Myriam. Qui Myriam hem. Myriam, ça veut dire c'est quelque chose qui est lié à l'eau. D'ailleurs, mais ça c'est encore un indice, on va dire, linguistique. Quand Moshe Rabbeinu il va frapper à chaque fois le rocher, souvent on utilise Vayarem. Vayarem, c'est-à-dire il va élever le maté. Yarem, Myriam, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Je ne sais pas quoi, c'est pour ça que c'est incomplet, c'est pour ça que c'est instinctif. Et là on arrive au terme du shiur, avec ces trois hypothèses, cette grande question qui nous traverse tous, puisqu'on est en pleine chaleur, en plein épisode de canicule, mais on a soif. Qu'est-ce qu'ils ont bu les Bnei Israël? Trois hypothèses. La première hypothèse, la plus inédite, mais fragile. Ils ont bu tout simplement de l'eau qui accompagnait la manne. C'est la seule preuve qu'ils avaient de l'eau, c'est la seule preuve. Bepshat Tapachout, de l'eau, il y en a dans le désert, oui, parce qu'il pleut. Ah bon, il pleut, mais il y a de la manne qui pleut. Et il y a de Mori d'Atal. Première hypothèse, inédite mais fragile. On ne comprend pas alors pourquoi ils se plaignent à Refidim, à Massaoum Riva, alors que précisément la manne tombait déjà. Et pourquoi ils continuent à se plaindre à Kadesh, à Meriva, mais Meriva, la manne aussi continue à tomber. Inédite mais fragile. L'autre qui prend la contraposée. On est le contre-pied. Elle est solide dans le texte. Halatsour Asher Bechorev, la chaîne de montagne. Il change de lieu, on change de chaîne de montagne. C'est plus le même miracle. Il faut reproduire le miracle. Parashat Dvarim, Parashat Eikev, Sefer Dvarim, Moshe Rabbeinu qui dit lui-même comment je vous ai fait boire. Hamotzi lechamaim mitzura chalamish. C'est la preuve. C'est la plus solide, mais celle qui est la moins instinctive. Parce que quelque part, quelle est la place de Myriam dans cette histoire-là? Il y a bien une place avec Myriam. Myriam, Marim, El Maïm Laeda. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Myriam, en quoi elle est liée à l'eau? Bepshat Apashut. Qui Marim Hem, qui Myriam Hem. Parce qu'elles appartenaient, parce que Myriam, elle avait cette shlita, elle avait cette incidence vis-à-vis de que l'eau soit potable. Instinctive mais incomplète. Alors voilà, je vous laisse choisir entre ces trois hypothèses que je vous offre ici. Et je vous invite peut-être à en partager d'autres si vous en avez. Encore une fois, ne me sortez pas du Midrash, ne me sortez pas du Torah chez Béalpé. La seule chose que je demande, c'est votre tête et le texte. Votre tête et le texte. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine.